Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de l'émission Hors Foot, une émission inédite qui valorise les footballeurs et les footballeuses à travers tout ce qu'ils développent en dehors des terrains. Aujourd'hui, nous avons la chance d'être au Havre, ville du club doyen, avec Salomé et Lisa. Let's go! Comment vas-tu? Ça va, merci. Merci aussi de m'avoir invitée ici. Et je suis heureuse d'être ici, de pouvoir démarrer du coup cette discussion avec toi. Même si on l'a déjà démarré. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, par rapport à ton temps libre, tu vois, on sait que bon, peut-être des fois les séances sont doublées, parfois tu n'as qu'un entraînement. Comment tu gères ton temps libre? Mais c'est vrai qu'en tant que footballeuse de haut niveau, on a énormément de temps libre à côté. Par rapport à quelqu'un qui travaille dans une entreprise ou autre. Bien sûr. Et c'est vrai que ça fait pas longtemps que je me pose vraiment la question de l'après-carrière. Qu'est-ce qui t'a poussé à cette réflexion justement? C'est des discussions avec d'autres joueuses ou c'est toi, tout simplement, tu t'es remise en question? On va dire que c'était une remise en question parce que j'étais très flemmarde, on va pas se mentir. En tant que footballeuse, j'ai été très flemmarde et en fait, depuis que je suis toute petite, j'ai que le foot dans la tête. Ça veut dire j'ai toujours voulu être footballeuse et pour moi, c'était limite une fin en soi en fait. Je voulais être footballeuse et c'est tout. Tu n'as jamais pensé à ce que tu pouvais faire pendant la carrière, voire Ouais, après? ni après. J'étais un peu du genre à vivre au jour le jour et à pas vraiment penser à l'après-carrière. Je pense plus que, au-delà de la flemme, c'était plus une histoire de peur, on va dire, dans le sens où je savais pas vraiment ce que je voulais faire, donc et je voulais pas vraiment me poser la question. Je voulais faire du foot et c'était tout. Et ça fait quoi, 1 an et demi maintenant que j'ai eu foi en Dieu et ça m'a poussé à penser autrement, à réfléchir autrement. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas mal réfléchi à cette question et à ce que je voulais faire après. Et aujourd'hui, je passe mon temps libre à m'instruire pour l'après et voilà. Est-ce que tu as ciblé certains métiers ou certains secteurs d'activité? Ouais, du coup, aimant le foot, forcément, il y avait les questions de base. Est-ce que tu veux être entraîneur? Est-ce que tu veux... Et je savais pas vraiment si je voulais continuer dans le sport, si je voulais continuer dans le foot. Mais la réponse s'est révélée être oui. Et j'aimerais du coup être entraîneur. Ah, ok. Et pourquoi pas consultante. Et par exemple, là, vu que tu évoques la partie entraîneur, est-ce que tu te dis peut-être là, vu que tu es WAC, pourquoi pas essayer d'entraîner les jeunes? Ouais, c'est ça. Parce que dans un premier temps, il faut forcément commencer quelque part. C'est ça. Et en fait, c'était un peu aussi le problème, c'est que j'avais envie d'être directement, d'entrer direct une équipe senior, et être direct dans... Mais bon, forcément, il faut s'instruire. Et il va falloir passer par les équipes plus jeunes, il va falloir démarrer tout simplement par plus bas, si je puis dire, pour un jour, pourquoi pas être en équipe senior ou quoi. Et dans tes expériences antérieures, notamment au LOSC, j'ai vu qu'à un moment donné, tu gérais la communication. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer ce que tu faisais à ce moment-là? J'étais un peu agent de communication, du côté féminin. De l'équipe féminine. Parce qu'il y a deux comptes distincts? Ouais, c'est ça. Il y a un compte spécifique aux garçons et un compte spécifique aux filles, que ce soit sur Instagram ou Twitter, en tout cas au moment où j'y étais. Et c'était une bonne opportunité. J'aimais bien tout ce qui représentait l'image du foot féminin. J'avais l'impression en tout cas que on mettait pas ça en avant, l'image du foot féminin, et c'est pour ça que j'ai bien aimé avoir ce boulot et pouvoir faire évoluer en tout cas cette image-là du club. Après, forcément, c'est assez restreint. On n'a pas possibilité de faire ce qu'on veut. Mais ouais, j'ai bien aimé l'idée. Et si on prend une journée type, du coup, ça se passait comment entre les entraînements et le fait que tu sois un peu dans le service communication? Tout était quand même organisé autour de mes entraînements. D'accord. Donc il me semble, on avait entraînement mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin. Et en gros, je travaillais quand j'avais pas entraînement. Quand j'avais pas entraînement, j'allais au centre, c'était à Luchin, ça s'appelait le centre de Luchin.
domaine de Luchin. Et du coup, je travaillais pour l'image de notre équipe. Et c'était ta première expérience professionnelle? Non, j'ai fait pas mal de petits boulots avant, mais sans grand intérêt, on va dire. Enfin, Mais tu jouais quand même au foot à côté? Ouais, j'ai arrêté un an. D'accord. Je suis partie en Australie. Ah, ok. Ouais, j'avais arrêté le foot pendant un an. J'étais partie en Australie, vivre l'aventure, on va dire. Mais sinon, non, j'ai fait quand même des petits boulots, on va dire, pour pouvoir gagner un peu plus d'argent. Mais c'était le vrai boulot d'entreprise, on va dire. Le vrai premier boulot d'entreprise où j'avais un rôle dans une entreprise, quoi. Est-ce que la personne que tu es au foot était la même au travail? Parce que je sens que c'est une bonne question. C'est une bonne question. Pour petit rappel, 6 matchs, 6 jaunes. Et, non, je suis pas fière du tout. Non, mais du coup, sur la personne que tu es au sein d'un groupe, dans le foot et dans une équipe au travail, comment tu te positionnes? Je me rappelle que pas à ce moment-là, mais quand j'étais à l'INF Clairefontaine, à l'époque, il y avait une surveillante qui s'appelait Catherine et qui avait dit la manière dont vous jouez vous représente en tant que personne. Et c'est vrai que du coup, depuis ce jour-là, je me suis un peu posé la question et c'est vrai qu'on reflète souvent sur le terrain ce qu'on est un peu dans la vie. Et notamment aussi dans le boulot. Où, dans le boulot, c'est encore un peu plus restreint parce qu'on n'est pas libre de faire ce qu'on veut, dans le sens où on a un chef au-dessus de nous et on a des responsabilités. Mais je crois qu'on arrive toujours à garder plus ou moins notre caractère et notre ligne de conduite, même dans le boulot. Donc je crois que j'étais la même. Je te pose cette question parce que, comme je te disais, moi je travaille beaucoup sur la reconversion des footballeurs. Et pour moi, il y a des qualités qu'on a grâce au sport, notamment l'esprit d'équipe, le goût du challenge, le fait d'être rigoureux, voilà, tu sais, dans le foot, tu es en retard, c'est compliqué. Et moi, j'ai constaté que dans la vie active, ça faisait la différence. Parce que tu as beaucoup de personnes qui viennent au travail, mais tout simplement parce qu'il faut le faire et qui ne se remettent pas forcément en question, qui ne se fixent pas d'objectifs et tout. Et est-ce que toi, justement, quand tu travaillais à côté, tu as ressenti ça ou naturellement tu t'es juste dit voilà, je suis comme ça et... Si, c'est vrai, franchement c'est vrai, dans le sens où j'ai souvent mes idées propres un peu à moi-même, même s'il faut des fois être ouvert sur le monde, etc. Et c'est vrai que par rapport au boulot, j'étais souvent restreint. Je ne pouvais pas faire vraiment ce que je voulais ou mes idées n'étaient pas vraiment mises en valeur, etc. Et c'était quelque chose qui me frustrait un peu. Et alors que sur le terrain, c'est un peu la même chose en fait. On a un peu notre façon de jouer, on a un peu notre façon de penser, mais sauf que c'est l'entraîneur qui décide et il faut savoir suivre un peu ce qu'il nous demande, quoi. Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'en vrai, dans une équipe, c'est le fonctionnement d'une entreprise. Exactement, c'est la même chose. Tu as des supérieurs hiérarchiques, etc. Et je trouve que le parallèle entre ce qu'on apprend dans le foot et le monde du travail, au final, il existe. Totalement, il est vraiment lié, en fait. En fait, c'est un peu le monde du travail aussi, le foot. Alors forcément, c'est notre passion, donc c'est un plaisir de jouer au football. Mais c'est une vie d'entreprise et c'est un travail. On a un chef qui décide, qui est au-dessus de nous, on va dire, et qui décide pour nous certaines choses. Après, on a certaines libertés aussi, c'est comme dans le monde de l'entreprise et c'est vraiment la même chose. Parmi tous ces différents jobs que tu as pu faire, est-ce qu'il y en a un vraiment qui t'a plu? Ou vraiment tu t'es dit, ah, pourquoi pas refaire ça à l'avenir? Qui me passionne énormément, non. Mais celui qui se rapproche le plus, c'était vraiment celui-là, celui de la communication. D'accord. Ouais, c'était vraiment ce boulot-là où quand même il y a pas mal de liberté, tu peux faire quand même pas mal de choses. Et ça ne te restreint pas à faire une seule chose tous les jours, lundi, mardi, mercredi, jeudi. En fait, c'est plus la routine qui te pose problème. Ouais, c'est ça. J'aime pas le côté routine en fait. Et pour revenir sur ton après-carrière, tu as parlé du métier d'entraîneur. Tu as envie de te former dès maintenant ou tu te dis voilà, là la priorité d'abord c'est ma carrière à moi en tant que joueuse et petit à petit je vais m'orienter sur ça, ou tu évoques un peu le double projet où tu te dis pourquoi pas commencer dès maintenant vu que je suis encore dans le circuit? Je commence vraiment à me dire que c'est ce que je veux faire. J'ai souvent douté en fait parce que c'était vraiment la facilité de dire je vais être entraîneur en fait. Mais au fur et à mesure du temps qui passe, c'est vraiment quelque chose qui me plaît et là je vais commencer vraiment à me former parce que
bah, l'après-carrière, ça peut arriver très vite. Ça peut arriver ouais, très très vite et des fois même ouais, plus vite que prévu. Et là, on a la chance d'avoir le temps, d'avoir la possibilité de faire des formations à côté du foot. Alors forcément, le foot, ça reste la priorité. Mais le double projet, si, est vraiment présent dans mes pensées et je pense que ça va vite arriver, quoi. Par rapport à tes coéquipières, est-ce que justement, t'en vois qui sont déjà sur ce double projet? Ouais, il y en a plein. Que ce soit ici ou ailleurs, ouais, il y en a plein qui savaient déjà ce qu'elles voulaient faire depuis très longtemps et qui ont toujours fait les études adéquates à ce qu'elles veulent faire. Et il y en a d'autres qui sont encore perdues et qui ne savent pas forcément ce qu'elles veulent faire. Et en vrai, c'est dur de savoir vraiment ce qu'on veut faire après le foot parce que depuis qu'on est petite, on n'a que jouer au foot, que jouer au foot, que jouer au foot. Et au final, ça nous a réussi. Donc on est encore dans le bain. Et c'est dur de savoir vraiment. Et toi, niveau études, du coup, qu'est-ce que tu as fait? Tu as arrêté au niveau du bac? Ouais. Continué un petit peu? Alors j'ai eu un bac STMG. D'accord. Et après, j'ai continué un BTS MUC. Ok. Mais que j'ai dû arrêter parce que ça ne rentrait pas dans mes temps, quoi, par rapport aux entraînements. Ça, c'est quand tu joues à Marseille? Quand j'étais à Lyon, ça. D'accord. Ouais, quand j'étais à Lyon. Et en gros, j'étais un peu chez les jeunes et des fois, je goûtais un peu au groupe senior. Et en gros, je m'entraînais soit le matin à 10h, soit à 14h30 avec les. Donc c'était soit je ratais le matin, soit je ratais l'après-midi. Donc tous les jours, je ratais une demi-journée. Donc ça devenait compliqué et du coup, j'avais décidé d'arrêter. Et quand tu arrêtes, c'est compliqué de reprendre. Donc au final, je suis restée un peu dans ce mood-là toute ma vie parce que j'ai pris goût à mon canapé et tu vois un peu ce que je veux dire, quoi. Donc là, mais ouais, non, mais en plus, les échéances sportives importantes, elles arrivent un peu en même temps que les échéances scolaires importantes. C'est-à-dire que le bac ou le BTS, c'est un peu quand tu dois éventuellement signer ton premier contrat pro et tout. Et du coup, toi, ton premier contrat pro, tu l'as signé à quel moment? À l'OM. À l'OM, je crois que c'était en 2016, il me semble, que j'ai joué à l'OM, donc en 2016. Et tu avais déjà travaillé auparavant, avant de signer ton premier contrat pro? Non, je crois pas. Non, mon premier travail, c'était à Marseille, parce que j'avais un contrat pro, mais j'étais pas très bien payée. J'étais pas suffisamment payée, on va dire, pour vivre tous les jours. Donc j'étais et en STAPS, mais chose qui ne me plaisait pas du tout. Et à la fois, je travaillais comme animatrice dans des écoles. D'accord. Ouais. Okay. Et est-ce que justement le fait de... Parce que comme tu l'as dit, pas forcément un salaire assez conséquent pour vivre, donc obligé de travailler à côté. Mais est-ce que le fait de travailler à côté, ça te fatiguait pas par rapport aux performances que tu devais avoir? Je pense pas. Au final, je gérais plus ou moins les deux. Je faisais vraiment le minimum, on va dire, du travail que je pouvais faire pour subvenir à mes besoins. Je pense pas que ça me fatiguait plus que ça. Okay. Après, forcément, t'es pas focus que sur le foot, t'as d'autres choses à gérer aussi, mais je pense pas que ça engendrait de mauvaises performances. Au niveau de la gestion de carrière, tu vois, ton degré d'implication, je m'explique. Est-ce que toi, tu es du genre à tout déléguer? Tu vois, en gros, voilà, mon agent s'occupe de ci, ceci, cela. Moi, je viens jouer au foot, ou tu essayes quand même de comprendre le système, de comprendre un peu la gestion des contrats, la négociation. Tu vois, est-ce que tu es actif sur ça ou tu es vraiment passif? J'essaie vraiment de m'intéresser au maximum. Alors, j'ai un agent qui s'occupe des contrats et de l'aspect salarial, on va dire. Mais forcément, il me représente, donc il représente mes idées, et voilà, il représente mes idées, il représente un peu. Et après, lui, il me dit ce qui est possible de faire ou non, selon ses connaissances. Mais à la base, c'est quand même mes idées. Et j'aime être représentée par quelqu'un qui a les mêmes idées que moi et qui pense de la même manière que moi. Ouais. Donc non, je pense être active en tout cas dans ce domaine-là et pas tout déléguer, que ce soit au niveau professionnel ou même au niveau d'image, parce qu'il y a aussi l'agent d'image. Et j'ai déjà essayé de déléguer et c'était quelque chose qui me représentait pas forcément. Pas que le travail était mal fait, mais que j'aime être naturelle en fait et décider par moi-même sans forcément tout calculer en fait.
Et donc aujourd'hui, je suis de manière naturelle et c'est moi qui choisis, enfin qui est active en tout cas dans les décisions par rapport à l'image ou aux sportifs. Et justement, voilà, en parlant d'image, vu que quand tu étais au LOSC, tu as travaillé un peu sur le service com et que maintenant tu es au HAC, fraîchement démarqué. Est-ce que du coup ton expérience au LOSC sur l'aspect communication t'aide justement à mieux gérer ton image aujourd'hui? Pas forcément, parce que au final on a baigné dans les réseaux sociaux depuis qu'on est tout petit, enfin en tout cas pour ma part. Donc c'est quelque chose on a évolué avec ça en fait. Donc c'est quelque chose dont on a connaissance. Et aujourd'hui, je crois pas que d'avoir travaillé au LOSC dans la communication soit un plus en tout cas. Mais oui, l'image est forcément importante en tant que sportive ou en tant que personne en général, dans tous les cas. Quand tu as une mauvaise image, ça peut. Enfin, il y a eu pas mal d'histoires. Je sais pas si tu en as connaissance, mais il y a eu pas mal de scandales sur le fait des jeunes qui étaient en plein live à fumer des chichas et qui ont été virés, qui ont raté leur carrière, etc. Par rapport à juste l'image. Donc, c'est un point très important. Et toi, entre le moment où tu as commencé ta carrière et aujourd'hui, justement par rapport aux réseaux sociaux, est-ce que tu as vu une évolution? En gros, est-ce que les réseaux sociaux prennent encore plus de place aujourd'hui? Tu vois, comment tu juges l'évolution des réseaux sociaux? Aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est très important. Enfin, ça prend une énorme place, on va dire. Quand on voit que ce soit d'un point de vue personnel, mais même professionnel, les plus grandes marques ou les plus grands clubs ont une image incroyable sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qui aide aussi à avoir du monde autour d'eux, on va dire. Et pour comparer un peu au monde féminin, au sport féminin, je trouve que c'est ce qui manque beaucoup. Qu'il n'y a pas assez d'efforts qui sont faits sur au niveau de l'image. Je trouve que l'image qu'on reflète en fait est amatrice. Les gens ont cette image-là du foot féminin amateur, on va dire. Mais ça part de là, tu vois. Voilà, ça part de là. C'est un peu un cercle vicieux, tu vois, je trouve. Dans le sens où quand on voit des clubs qui ont tout donné dans l'image de leur équipe féminine, quand le PSG féminin ou Barcelone féminin, qui ont une image incroyable, les résultats ils suivent. Je veux dire, l'image de l'équipe elle est tellement valorisée que ça suit. Les supporters derrière ils suivent. Il y a beaucoup d'engouement derrière leur équipe. Et au final, c'est l'importance qu'a l'image et les réseaux sociaux dans leur équipe, tu vois. Si on met plus de moyens dans la communication, on va récupérer plus de monde. Exactement. C'est un cercle vertueux en fait. Tu vois ce que je veux dire? On n'investit pas ni d'argent ni de temps parce que on enlève le côté budget. Juste le temps, du temps consacré aux féminines, juste les réseaux sociaux pourraient déjà engendrer une énorme évolution, tu vois. Et c'est l'importance qu'ont les réseaux sociaux aujourd'hui et que chaque entreprise et chaque club devrait promouvoir, quoi. Et par rapport à l'aspect financier, tu vois, parce que j'aime beaucoup parler de ce sujet parce que quand tu prends les profils de gens qui sont joueurs ou joueuses, tu en as plein qui n'ont pas forcément eu d'éducation financière. Peut-être par leur provenance, peut-être par le contexte social, etc. etc. Toi, sur la question financière, justement, est-ce que tu es quelqu'un de très éveillé ou tu es dans une phase où j'ai mon salaire qui tombe et ça me va? Ou tu es déjà en train de réfléchir, il faut que je place. Je sais que dans le football, ce sont des CDD. Comment tu te positionnes? On va dire que tous les jours, l'argent a une grande place dans la vie des gens. Donc forcément, on aimerait tous gagner plus, on va pas se mentir. Mais c'est pas quelque chose non plus sur laquelle je m'arrête absolument. Je veux dire, je fais pas forcément du foot pour gagner beaucoup d'argent. Mais je crois au fait que dans tous les cas, j'ai une bonne protection qui viendra toujours à mes besoins et c'est pas quelque chose entre guillemets qui m'empêche de dormir la nuit en me disant il faut que plus tard j'ai de l'argent, il faut que je commence à placer, etc. Donc je suis pas trop dans ce... Et en tout cas sur l'aspect financier, tu le gères toi-même?
Ouais, ça va. Je voulais aussi parler de la vie de femme. Tu vois, c'est important. Parce que je sais qu'il y a aussi des jeunes joueuses qui vont nous regarder. Est-ce que choisir ce métier, tu vois, c'est une question ouverte, hein, est-ce que choisir ce métier, c'est aussi un peu mettre en parenthèse sa vie de femme? Comme on en parlait tout à l'heure, c'est une vie d'entreprise. Et quand tu es une femme et que tu veux avoir des enfants, tu peux pas forcément te permettre de le faire dans l'instant T, dans le sens où ça va te prendre 9 mois sûr, et même l'après, voilà, tu vois, le temps de revenir, etc. Franchement, ça te met bien plus d'1 an à revenir. Donc, qu'on met en stand-by la vie de femme, ou dans ce sens-là, en tout cas, dans le sens faire des enfants et tout, enfin, après, c'est un choix de vie. Tu peux faire des enfants, et il y en a qui l'ont fait, qui sont revenus. Voilà, tu sais ce que ça implique, c'est un choix de vie. C'est la faute à personne. Mais il y en a qui ont réussi à le faire. Hein. Il y a des joueuses de... Ouais, justement, toi, tu connais des joueuses qui... connais personnellement, non, mais il y en a qui sont connues, c'est Charlotte Fernandez, je crois, qui a eu 2 enfants et à Fleury, et qui est au top niveau, qui joue en D1. Il y en a d'autres, il y a Alex Morgan qui est connu, qui l'a fait, enfin aux États-Unis, etc. Il y en a qui le font. Et c'est magnifique d'ailleurs, quand on voit leur enfant être sur le terrain avec elle et tout, c'est magnifique. Maintenant, c'est un choix, c'est un risque aussi. Et en tout cas, toi, c'est pas forcément, depuis que tu joues, c'est pas forcément quelque chose qui te dérange. Non, parce que je pars du principe que là, je me suis focus là, du coup, maintenant sur ma carrière, et que ma vie de famille, ça sera après. Et que l'un ne m'empêche pas l'autre. Enfin, je peux avoir une vie de famille après ma carrière, donc c'est pas quelque chose vraiment qui me prend la tête ou auquel je pense régulièrement, quoi. Et si on va un peu plus loin, même au niveau de l'entourage, du coup, est-ce que depuis le départ, tu as été soutenu dans ta démarche de vouloir devenir joueuse? Ou même, j'ai envie de te dire, est-ce que depuis le départ, tu t'es dit que tu voulais être joueuse professionnelle? Parce que si on recule un peu, quand toi tu étais jeune, c'était pas aussi développé qu'aujourd'hui. Ouais. Tu vois, donc est-ce qu'il y avait déjà des perspectives où tu disais, en tout cas, je veux jouer au foot? Depuis le départ, j'ai vraiment eu la chance d'avoir des parents qui m'ont soutenue. Parce que je pense que pas tout le monde a eu cette chance-là. Il y a pas mal de jeunes filles, je pense, qui ont voulu démarrer le foot. En tout cas, à mon époque, où c'était beaucoup moins reconnu, et qui n'ont pas eu cette chance-là. Et moi, vraiment, j'ai eu la chance d'avoir mes 2 parents qui étaient qui m'ont toujours soutenue et même poussée à être joueuse. J'avais un papa qui jouait au foot en Ligue 2 à l'époque, à Istres. Et ma mère, au départ, son rêve de maman, on va dire, c'était de me voir faire de la danse, d'être princesse, etc. Mais ouais, c'est ça. Je te jure, mais au final, dès qu'elle a vu que ma passion c'était le foot, elle m'a direct soutenue et elle m'a poussée à devenir joueuse. Et la question, est-ce que j'ai toujours voulu être footballeuse professionnelle? Oui, je pense. Mais je pense qu'en fait, j'ai toujours voulu jouer au foot, en fait, et que c'était la suite logique à cette envie-là. Donc oui, ça a toujours été dans ma tête, et depuis que j'ai 5 ans, je joue au foot et j'ai toujours voulu jouer au foot le plus longtemps possible. Et du coup, donc là, pour revenir un peu vraiment sur le foot, par rapport au foot féminin, tu vois, avec un petit peu de recul, selon toi, quels sont les axes d'amélioration? Tu vois, même si on peut partir du principe où, voilà, il y a toujours de la place pour du progrès, mais le foot féminin a quand même évolué. Ouais, totalement. Quand on disait, à mon époque, je savais même pas que les joueuses jouaient au foot. Pour dire, je crois que mon rêve de l'époque, c'était d'être la première joueuse à jouer avec les garçons. Je me rappelle. Je voulais continuer à jouer avec les garçons parce que je jouais avec les garçons depuis petite. Je savais même pas que les filles, ça jouait au foot plus tard. Donc je pensais qu'à un moment donné, j'aurais dû arrêter parce que ça n'existait pas, quoi. Et au final, quand même, il y a une énorme évolution depuis ce temps-là. Aujourd'hui, les filles gagnent leur vie en jouant au foot. Alors, c'est incomparable aux garçons, mais c'est quand même une énorme évolution comparée à ce qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, l'équipe de D1 féminine passe à la télé. Moi, mes parents qui sont dans le sud peuvent voir mes matchs aujourd'hui. Et ça, c'est une fierté et c'est une énorme évolution aussi.
Donc évidemment que ça a évolué dans le bon sens. Maintenant, il y a plein d'autres choses à changer. On parlait de l'image tout à l'heure. Je pense que c'est vraiment le premier gros axe. Je pense que c'est la base. Changer l'image que les gens ont du foot féminin. Et à partir du moment où cette image-là aura évolué, on le voit dans les autres pays, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en Italie, en Allemagne, ça a énormément évolué. Beaucoup moins en France au niveau de l'image, je veux dire. Et au final, on voit des stades remplis. Camp Nou, 90 000 personnes qui vont voir un match de foot féminin. L'année dernière, les 3 plus grandes affluences de stades, c'était 3 matchs de foot féminin. Donc ça paraît fou, mais c'est réel, quoi. Comme quoi, quand l'image change, voilà, quand tout est mis en place ça peut marcher. J'aimerais rebondir sur certaines choses que tu as dit. Tu as parlé de l'Espagne, tu as parlé de l'Angleterre aussi. Et avant d'arriver sur l'Angleterre, nous en France, on a organisé la Coupe du Monde en 2019. Ouais. Est-ce que selon toi, l'engouement post-Coupe du Monde, il est durable ou tu sens que c'est déjà un peu freiné? C'est freiné parce que en fait, il y a eu énormément de choses mises en place pour la Coupe du Monde. Ça a marché, il y a eu un super engouement par rapport à cette Coupe du Monde. Sauf qu'après, tout a été stoppé en fait. Tout leur démarche derrière la Coupe du Monde a été arrêté après la Coupe du Monde. Et ça qui est dommage en fait. Donc selon toi, en gros, tout a été mis en place pour qu'on ait une belle Coupe du Monde, mais pas pour qu'il y ait un effet durable. Exactement. Par rapport à l'Euro 2022 qui a eu lieu en Angleterre, de mon point de vue, j'ai eu l'impression que la société, de manière générale, s'est emparée du sujet. En gros, on va se servir de cet événement pour créer quelque chose de durable autour du football féminin. Tu vois, toi, en tant que joueuse, comment tu as ressenti les choses cet été? Un peu comme tu l'as dit, en fait, ça a vraiment été un engouement sociétal. Non pas que les gens voulaient absolument que le foot féminin soit mis en haut, mais c'était vraiment de manière naturelle. Et au final, je pense que l'image qu'en plus elles ont gagné, donc en Angleterre, etc., elles ont été tout en haut. Donc, mais limite, si elles ont gagné, ça peut s'expliquer aussi par le soutien général. Ouais, ça revient à ce qu'on disait, c'est un cercle vertueux en fait. À partir du moment où tous les ingrédients ils sont mis en place pour que ça marche, ça marchera en fait. Et là, pour le coup, ça a plus que marché, quoi. Elles ont gagné. Il y a eu une affluence incroyable au stade. Toute l'Angleterre était derrière leur équipe et ça qui a été beau en fait. Et comme quoi en fait c'est possible aussi, c'est possible. Donc, et je pense vraiment que ça peut être durable dans le temps, dans le sens où tout le monde a pris plaisir à cet événement-là. Et quand on voit encore hier, il y avait Manchester United, Arsenal, il me semble il y avait 40 000 personnes au stade. Donc je pense vraiment que ça peut durer dans le temps et que ça peut commencer à être vraiment une profession à part entière, quoi. Et ce qui est bien, c'est que derrière, d'un euro où il y a du monde, tu bascules sur des rencontres de championnat où il y a du monde. C'est ça. Donc, tu vois, derrière, tu es sur quelque chose. Je pense que tu augmentes aussi ton nombre de licenciés. Tu as des jeunes qui sont inspirés, qui ont envie de devenir footballeuses. Et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est l'engagement des hommes. Ouais. Je parlais de tout à l'heure de Ian Wright, et quelqu'un qui a une aura en plus. Donc du coup, ne serait-ce que par son positionnement, il influence d'autres personnes masculines à s'engager. Parce que pour moi, c'est ma conviction, le football féminin n'appartient pas qu'aux filles. Tu vois, et j'ai l'impression qu'en France, c'est un peu sur ça qu'on pêche. Et toi, donc, qui es joueuse, justement, est-ce que tu penses qu'en France, les hommes ne s'emparent pas assez du sujet? En tout cas, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément d'aide. Et comme tu disais, à partir du moment où une grande personnalité va donner son avis de manière positive, ça va engendrer du monde autour de la chose, quoi. Si cet homme qui est très connu et qui a pas mal de public autour de lui revendique le foot féminin comme une bonne chose, ça va suivre en fait autour et les gens vont penser comme lui pense. Et c'est vrai qu'en France, il manque un peu de personnalité, de gens reconnus qui valorisent le foot féminin.
Peut-être un peu l'équipe de France, quand même dans les championnats, mais pas forcément la pratique du foot féminin dans sa globalité, comme lors des championnats où on voit l'affluence des stades en D1 Arkema est faible quand même, est assez faible. Et je pense que ouais, les personnalités publiques, hommes, voilà, devraient peut-être un peu plus se mouiller par rapport à cette pratique-là. Parce que ça crée des disparités. J'imagine que toi, en tant que joueuse, donc des fois tu vas dans un stade, tu joues devant 300 personnes, Ouais. des fois 15 000, des fois 3 000. 15 000, c'est rare. Hein. Et du coup, des fois, il y a vraiment une grosse différence. Ouais. Enfin, c'est vrai que comparé en fait à ce qui se fait en Angleterre, Espagne, et encore une fois Italie et Allemagne, bah, nous ça suit pas quoi, ça évolue pas en fait. Pourtant on avait les deux meilleures équipes, on a Lyon, PSG qui sont encore dans le top 4 mondial et qui ont été dans le top 2 depuis des années. Et au final on est en train de se faire devancer par d'autres championnats qui étaient beaucoup plus loin que nous au départ en fait. Et j'en reviens un peu à ce que tu dis quoi. Il n'y a pas assez d'engouement, enfin, il n'y a pas assez de personnalité publique qui reconnaît la pratique. Contrairement, je pense, au fait que je parle de Barcelone, mais Xavi, quoi, qui parle de son équipe féminine comme l'une des meilleures équipes, même comparée aux garçons, etc. Et donc, nous, on n'a pas forcément Et tu sais, cette aide-là, quoi. Il y a quelque chose aussi qui, je pense que les gens se trompent un peu de débat, c'est tout le temps de vouloir ouais mais dans le foot masculin il y a tant de salaire, enfin tu sais, de tout le temps comparer. Et je pense que déjà ne serait-ce qu'en termes d'ancienneté, tu vois, le foot féminin est arrivé après. Donc forcément aujourd'hui ça ne peut pas être en même temps. Il y a des décalages, c'est normal. Et à mon sens on est un peu trop dans le comparaison. De vouloir à tout prix les mettre au même niveau. Sauf que, comme on dit, Rome ne se fait pas en un jour. Tu vois. Et est-ce que toi, en tant que joueuse, tu sens que, de manière générale, les joueuses ont ce désir de faire évoluer le foot féminin ou c'est quelque chose de personnel? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense qu'il y a un peu des deux. On veut que le football féminin évolue. Aussi pour qu'on soit valorisé, je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le côté général et le côté personnel aussi. Et je rebondis un peu sur ce que tu dis, quoi. Il y a vraiment des joueuses qui le font de manière générale pour que le foot féminin soit valorisé. Et il y en a c'est un peu leur cause, on va dire, mais je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Même s'il y en a qui se bat pour le sujet. Sans faire de foot forcément, mais je pense que l'un va plus ou moins avec l'autre, quoi. Que les joueuses autour veulent valoriser le foot féminin de par leur performance, de par leur image, mais pour aussi plus généraliser le truc et que le foot féminin soit plus valorisé, quoi. D'accord. Et donc là, je reviens un peu à ce que tu dis, la comparaison un peu garçon-fille. Voilà, exactement. Je trouve que c'est trop présent en fait, on compare vraiment trop les garçons aux filles. Et comme tu dis, tout ne se fait pas d'un coup. Les garçons, ils ont commencé en 1900, ça date il y a des années. Le foot féminin, c'est très récent. Je pense pas qu'au moment de démarrer, les garçons avaient le niveau qu'ils ont aujourd'hui. Bien sûr. On le voit, on le voit. Regarde les matchs il y a quelques années. Il y a même 20 ans, c'est pas le niveau d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est exactement. Et je pense qu'on doit juste prendre le foot féminin au départ, au commencement, quoi, comme les garçons, et aller étape par étape, exactement. Et je pense que vraiment, on pourra dans quelques années avoir un niveau bien meilleur qu'aujourd'hui, et que si on investit, en tout cas, je parle pas que d'argent, mais de temps, comme on disait, de temps, etc. On verra vraiment l'évolution dans quelques années, dans quelques temps, mais comme tu dis, tout ne se fait pas et puis, tout rapidement. Donc, là, on parle de ce qui ne va pas, mais c'est que ça a quand même évolué. Tu vois ce que je veux dire? Forcément, on se doit d'être exigeant envers le foot féminin. Mais en fait, c'est le comparer aux garçons. Forcément, ça dévalorise en fait voilà, exactement. C'est ça. Exactement. Je suis d'accord. Et justement, donc toi qui es arrivé du LOSC et qui est au WAC aujourd'hui, avec une équipe masculine qui est première en Ligue 2, et justement vous êtes revenu en D1 et vous êtes bien classé.
Justement, le HAC, qui est un club mythique en France, le club doyen, par rapport au football féminin, est-ce que justement ce que fait le HAC va pas dans le sens de l'évolution, comme on le disait tout à l'heure? Si, totalement, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu venir ici. Il y a pas mal de clubs qui sont déjà ancrés en D1 dans le foot féminin, je parle, et au final qui sont des bonnes équipes avec de très bonnes joueuses, mais les infrastructures ne vont pas dans ce sens-là. Alors qu'au HAC, l'année dernière, elle jouait en D2, elle jouait dans le stade des garçons, le stade Océane. Aujourd'hui, en D1, on joue dans le stade Océane déjà. Quel club en France a à disposition de telles infrastructures? Quasi aucun, à part Lyon et PSG. Sinon, personne n'a ce genre d'infrastructure. Et déjà, à partir de là, forcément, ça va dans l'évolution du foot féminin. Ça met... là, j'aime pas, mais on va comparer. Ça met un peu... l'équité, en tout cas, entre les garçons et les filles. Non pas au niveau de performance, mais au niveau vraiment de conditions. Exactement. Non, mais c'est vrai que de pouvoir jouer au stade Océane, forcément, même quand tu arrives avant ton match, ça te fait quelque chose. Mais forcément, déjà en tant que joueuse, mais même au niveau, je veux dire, il y a des matchs, tu les regardes, c'est dans un quartier, c'est entouré d'immeubles, il y a une pelouse, c'est même pas, c'est du synthétique d'ancienne génération, toute pourrie. Alors que nous, en termes d'image, quand tu regardes un match, alors que tu peux avoir les deux meilleures équipes du monde sur ce terrain-là, ça sera pas forcément beau à voir. Et à contrario, quand tu regardes deux équipes peut-être moindres, mais dans un beau stade, ça donne envie de regarder. Okay. Donc, et du coup, de manière générale, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Parce que même si je voulais pas qu'on parle beaucoup de football, tu restes une joueuse professionnelle au plus haut niveau. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Et même toi, comment tu vois la suite de ta carrière? D'un point de vue plus général, on va dire que le foot féminin en France soit plus valorisé que ce qui se passe un peu ailleurs dans les championnats étrangers soit reproduit dans notre championnat. Et d'un point de vue personnel, que mon équipe continue à gagner des matchs, qu'on continue à gratter tous les points possibles en championnat et après, franchement, aller le plus loin possible d'un point de vue collectif, mais aussi d'un point de vue personnel, que je puisse aller le plus haut possible que je puisse. Et la dernière question, elle va revenir à ce que tu disais par rapport à l'envie d'entraîner. Est-ce que tu as déjà des entraîneurs qui t'influencent, des personnes de qui tu peux t'inspirer? L'entraîneur qui représente un peu la vision que j'ai du football, c'est Pep Guardiola. J'aime énormément. Xavi aussi, mais bon, c'est plus de par le joueur qu'il était. Oui. Et qui joue au milieu. Ça. Zidane aussi. Zidane qui était un grand joueur et qui a fait des choses exceptionnelles en tant qu'entraîneur. Donc, c'est ce genre de personnalité-là qui m'ont poussé à envie, en tout cas, à devenir entraîneur. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. C'est passionnant. J'aime bien en vrai, les débats comme ça et tout. De parler d'autres choses et on peut en parler pendant ça pourrait durer. Mais vraiment, moi, je te souhaite de réussir. Merci. Et de continuer à être éveillé sur tous ces sujets qui sont autour du football parce qu'encore une fois, une carrière, ça va vite. Ça va vite. Tu vois, le temps passe vite et vraiment, je te souhaite d'être actrice de ta reconversion et non pas attendre que les choses prennent le pas. Et profite d'être joueuse, tu vois, ça reste un privilège. Carrément, ça reste un privilège et ça reste... T'es à la place t'as une place que beaucoup de personnes aimeraient occuper. C'est vrai. Ça, c'est un truc qu'il faut jamais oublier. C'est vrai. Tu vois, je pense que... Des fois, on l'oublie. Hein. Ouais, on l'oublie. Des fois, on l'oublie. Et moi, je pense sincèrement que c'est après ma carrière que... tu t'es rendu compte. Que je m'en suis rendu compte. De la chance que tu as quand tu vis de ta passion. C'est quand même un privilège. Donc voilà, merci à toi. Merci à toi aussi. On se dit à très bientôt. Ouais, avec plaisir. Allez. Ciao.